Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre panel de l'après-midi sur l'indemnité. Je m'appelle Miranda Spiller et j'ai le plaisir d'être la modératrice de cette session en deux parties. C'est une session sur le problème des indemnités versées aux anciens propriétaires d'esclaves et aussi, outre l'odieuse indemnité de 1825, qui est au centre de ce colloque de 3 jours, notre panel cet après-midi abordera également l'indemnisation des propriétaires après la seconde émancipation de 1848. La structure de ce panel nous invite donc à faire dialoguer l'indemnité haïtienne avec la compensation reçue par des propriétaires coloniales dans les soi-disant anciennes colonies de la France, qui sont des départements d'outre-mer de nos jours. Par des méthodologies très distinctes, à travers des sources très variées, les 4 intervenantes sur ce panel traiteront le thème des indemnités en mettant l'accent sur les réclamations et le lobbying, mais aussi l'imaginaire financier, les concepts raciaux et l'évolution des pratiques de l'État. Avant de leur donner la parole, j'aimerais souligner le rôle des participants à ce panel en tant que défricheurs de nouveaux champs de recherche et signaler les défis particuliers, l'éparpillement des sources, la difficulté de la recherche archivistique, le caractère innovant des travaux en cours dont nous aurons tous connaissance dans un instant. Et puisque la question de l'indemnité est au cœur de cette conférence, je suis d'autant plus enthousiaste que les intervenants vont, j'espère, nous parler des sources avec lesquelles ils travaillent et des difficultés, de lacunes et de silence qu'ils ont rencontrés avec ces matériaux. L'un des grands plaisirs de cette conférence est de pouvoir découvrir le travail de personnes à différents stades de leur carrière. Ce panel comprend 2 historiennes qui terminent leur thèse, Sybille Fourcade et Mathilde Ackerman. Il y a également Jessica Bongui et professeur Alexia Yates, spécialiste en histoire économique de la France. Comme vous pouvez voir dans le programme, il s'agit d'un panel en 2 parties. Chaque participant parlera pendant environ une demi-heure. Une pause de 30 minutes est prévue entre la 2e et la 3e intervention. Et donc, la discussion générale des 4 interventions commencera à 16h30 et durera environ 1 heure. Veuillez donc noter vos questions afin de les poser à la fin. OK. Sans plus attendre, je vous présenterai les 2 premières intervenantes de ce panel dans l'ordre de leur apparition. La première a parlé sera Mathilde Ackerman, chercheuse et doctorante à Paris, à l'École des hautes études en sciences sociales, en co-tutelle avec l'Université de Bielefeld en Allemagne depuis 2020. Mathilde travaille sous la direction de Myriam Cotillard sur sa thèse intitulée « Les colons de Saint-Domingue et l'indemnité de 1825, une histoire transatlantique entre Haïti et la France ». Mathilde. Bonjour. Madame, Monsieur, je suis très heureuse d'être présente aujourd'hui. Je remercie très chaleureusement les organisateurs pour cette invitation. Donc, le 17 avril 2025, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a organisé une table ronde afin de commémorer le bicentenaire de l'indemnité haïtienne. L'événement, dont le titre était « L'indemnité d'Haïti, la double dette et après », posait la question de la mémoire ainsi que des conséquences de l'indemnité pour Haïti du XIXe siècle à aujourd'hui. Des conséquences qui ont été dans un premier temps économiques avant de se répandre sur tous les pans de la société haïtienne. Aujourd'hui, j'aimerais me réapproprier la question posée par la Fondation et me demander l'indemnisation des anciens propriétaires et après. Qu'est-ce que l'indemnité imposée par la France a-t-elle produit comme mémoire au XIXe siècle ?
Le 17 avril 1825 et l'ordonnance du roi Charles X signifient officiellement la reconnaissance de l'indépendance proclamée par Jean-Jacques Dessalines près de 20 ans auparavant. Ce moment, censé être un nouveau départ pour Haïti et pour la France, n'est en réalité que la mise en place d'un type de colonialisme d'un nouveau genre, le colonialisme par la dette. L'indemnité, organisée et orchestrée par les plus grands juristes, financiers et politiques du XIXe siècle, va faire disparaître la grille raciale qui structurait auparavant la société domingoise. Ma communication interroge ce silence. Comment comprendre que les distinctions raciales qui structuraient la société esclavagiste disparaissent dans les documents administratifs postcoloniaux? À travers l'analyse des registres d'indemnisation et des débats autour de la répartition de l'indemnité, je montrerai que la propriété foncière, devenue un critère neutre en apparence, reconduit des hiérarchies raciales de manière implicite. Ce silence n'est pas anodin. Il permet à l'administration française de construire un récit postcolonial dans lequel le propriétaire est toujours blanc et légitime, tandis que les personnes racisées, bien qu'ayant parfois possédé des biens, sont exclues ou invisibilisées. La propriété, loin d'effacer le préjugé de couleur, participe ainsi à sa redéfinition silencieuse. Je vais commencer par vous représenter très rapidement les bases de la société coloniale, puisqu'on a déjà entendu des interventions hier. Donc, Dominique Rogers l'a présenté de manière très bien hier, et c'est pour ça que je ne souhaite pas recommencer, mais j'aimerais peut-être rajouter quelques éléments. Hénance Saint-Fleur, dans sa thèse, disait que la colonie de Saint-Domingue reposait sur 3 piliers étroitement liés: le commerce, le savoir et la traite esclavagiste. Ces 3 domaines sont traversés par une hiérarchie raciale rigide qui structure en profondeur les rapports sociaux. À partir du XVIIIe siècle, une séparation nette se met en place. Les esclavisés noirs sont assignés au travail physique, à la production agricole dans le cadre de l'esclavage, tandis que les blancs s'arrogent le monopole du savoir, du droit, de l'économie et de la parole légitime. Cette répartition raciale du travail, des rôles et des fonctions sociales devient le fondement même de l'ordre colonial. Saint-Fleur le résume très clairement, je cite: « L'intérêt du monde blanc, c'est le maintien du système esclavagiste, fondé de l'existence et de la prospérité de la colonie, condition de l'hégémonie de leur couleur. » Fin de la citation. Autrement dit, la race n'est pas un simple critère d'identification, elle constitue un régime d'organisation sociale. Elle détermine l'accès à la propriété, à la citoyenneté, à la mobilité et bien sûr à l'humanité même. Cette structuration raciale ne se limite pas au discours idéologique. Elle s'incarne aussi dans des dispositifs pseudo-scientifiques qui tentent de légitimer l'ordre colonial À Saint-Domingue, l'un des exemples les plus emblématiques est le tableau de Moreau de Saint-Méry, qui ne recense pas moins de 189 catégories raciales différentes, basées sur les degrés de métissage. On passe ainsi de la distinction binaire entre blanc et noir à un véritable système classificatoire qui prétend tout ordonner selon la couleur de peau et les ascendances. Ce système, loin d'être purement théorique, alimente l'administration, la justice et la vie économique de la colonie. Cette obsession du classement se retrouve dans les archives quotidiennes des habitations coloniales. Comme a pu le démontrer l'historienne américaine Catherine Rosenthal dans son ouvrage sur la comptabilité esclavagiste, les propriétaires gèrent leurs plantations comme de véritables entreprises capitalistes avant l'heure. Les esclaves y sont traités comme du capital humain. On les compte, on les évalue selon leur productivité, leur âge, leur valeur reproductive, comme on le ferait pour du bétail. Les registres d'exploitation mêlent ainsi liste d'esclaves, inventaire de bétail, de barriques produites, de charges de travail accomplies. Autrement dit, la couleur, le statut racial, la valeur assignée aux individus sont omniprésents dans les logiques de gestion esclavagiste. On classe
on hiérarchise, on chiffre, dans un monde où la race est non seulement visible, mais activement mesurée et mise en question, en équation. Pourtant, cette structure commence à se fissurer dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les affranchissements se multiplient et une partie des personnes de couleur, nées libres, parviennent à accéder à la propriété, s'insérant ainsi dans le cœur même du système esclavagiste. Ces trajectoires remettent en question le monopole blanc sur la terre, les biens et le pouvoir, et annoncent déjà, en creux, les tensions qui vont exploser lors de la Révolution haïtienne. À ce moment de la Révolution, il y a une aspiration à l'égalité. Comme a pu le montrer Malik Gachem, Hénan Saint-Fleur et Alex Dupuis, les fissures au sein de la société domingoise menant à la Révolution haïtienne sont en partie dues à une volonté d'égalité et des droits chez les libres de couleur, et particulièrement ceux d'entre eux qui étaient propriétaires. En effet, au XVIIIe siècle, une part importante des libres de couleur accèdent à la propriété. Un exemple mis en exergue est l'accès à la propriété au sein des villes, dans la thèse de Dominique Rogers. Ces hommes, souvent affranchis ou issus de familles blanches, deviennent propriétaires d'habitations, d'esclaves et participent activement à l'économie sucrière. Frédéric Beauvois, en étudiant les débats sur l'indemnité, rappelle justement la complexité de cette classe propriétaire en soulignant son hétérogénéité sociale et raciale. Je cite: « Il n'existe guère de similitude entre la riche plantocratie de Saint-Domingue, vivant généreusement des rentes de ses plantations en métropole, et les petits blancs, résidents disposant des maigres revenus du travail potentiel d'un ou deux esclaves. Marqueur d'une origine servile, la couleur de la peau est un autre critère de la démarcation au sein de la classe propriétaire. » Fin de la citation. Les propriétaires de couleur de l'ancienne colonie sont difficiles à décompter, mais ils étaient assez nombreux et assez puissants pour être représentés. L'exemple souvent cité est celui de Julien Remond, un homme libre de couleur qui illustre cette dynamique. Dans une pétition adressée à l'Assemblée nationale, il affirme que la classe des, je cite, mulâtres de Saint-Domingue détient au moins un tiers des terres et un quart des esclaves. Cette citation, que l'on sait être une exagération, révèle néanmoins une réalité importante. Leur revendication à l'égalité de leurs droits devant la loi se fait avant tout au nom de la propriété. Ainsi, la propriété n'est pas seulement un outil économique, elle est le principal vecteur de légitimité sociale et politique. Les historiens ont d'ailleurs connaissance de cette présence de propriétaires de couleur parce qu'elle est bien documentée dans les archives, notamment dans les archives notariales. Ces dernières ne se contentent pas d'enregistrer les transactions, elles nomment explicitement la couleur des individus comme un élément pertinent de leur identité juridique. On retrouve ici la même logique que dans les documents des plantations évoqués un instant plus tôt. Une administration qui nomme, classe, différencie en fonction de catégories raciales. Autrement dit, la propriété ne faisait pas disparaître la couleur, elle l'inscrivait dans les actes eux-mêmes. C'est donc une société où la race est omniprésente, non seulement dans les pratiques sociales, mais aussi dans les pratiques scriptuaires. Et c'est ce contraste frappant qui rend d'autant plus troublant le silence des archives d'indemnisation de 1825, silence que nous allons maintenant interroger. L'ordonnance du 17 avril 1825, en 3 articles, confère à la jeune République haïtienne des droits de gouvernance au prix de 150 millions de francs or. Cette ordonnance annonce seulement le versement, je cite, de la somme de 150 millions de francs destinée à dédommager les anciens colons qui réclameront une indemnité. Fin de la citation. La reconnaissance de la partie française de Saint-Domingue est une décision royale qui est restée secrète pour les chambres et le peuple français jusqu'à l'annonce de la signature de Jean-Pierre Boyer en août 1825. L'ordonnance a donc dû être suivie d'une loi de répartition qui a été formulée par une commission préparatoire dont le travail s'étend de septembre à décembre 1825. Dans son rapport, la commission met en avant une logique d'exclusion fondée non pas sur la nationalité, mais sur un critère plus subtil, celui de la perte effective de la propriété coloniale. Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, le fait d'être français
ne suffit pas pour bénéficier de l'indemnisation. La Commission l'affirme clairement. Je cite, « Les considérations de nationalité n'ont rien de relatif à l'indemnité qu'il s'agit de répartir entre les anciens colons. Elles ne sauraient donc mettre l'obstacle à ce que l'on suive l'équité naturelle qui commande l'égalité entre toutes les victimes de la même catastrophe. » Fin de la citation. Autrement dit, ce qui fonde le droit à la réparation, ce n'est ni l'origine, ni la citoyenneté, mais la capacité d'avoir acquis et possédé une propriété dans la colonie et d'en avoir été privé de manière irréversible. À ce moment-là, on peut se demander, est-ce que la propriété permet l'égalité? Et en effet, ce principe a un effet immédiat. Il exclut toute personne ayant pu conserver ou retrouver une propriété en Haïti, qu'il s'agisse de personnes de couleur ou de blancs, considérés alors comme intégrés à l'État haïtien. Je cite ici le rapport de la Commission. « Les hommes de couleur et même les blancs qui se sont incorporés à cet État », fin de la citation, sont donc exclus du dispositif. Mais la Commission reconnaît une exception, tout aussi révélatrice. Je cite, « Des hommes de couleur ont pu s'associer à la cause de la France, subir par suite de ce dévouement la perte de leur propriété ou se trouver par cette conduite hors d'état de profiter avec sécurité de l'autorisation de rentrer dans Haïti. » Fin de la citation. Cela signifie que certaines personnes de couleur peuvent être indemnisées à condition de ne plus avoir accès à leur propriété et surtout d'être en capacité de prouver sa loyauté à la France pendant les troubles révolutionnaires. Cela montre que pour la Commission, la propriété et la perte de celle-ci est au cœur du raisonnement d'indemnisation, donnant ainsi l'impression que la propriété efface le préjugé racial au profit de la perte de celle-ci. Pourtant, en relisant ces mêmes indications, un autre discours plus implicite fait surface. La qualité de français n'est pas nécessaire à l'obtention de l'indemnité, puisqu'il existe une égalité entre, je cite, toutes les victimes de la même catastrophe. Fin de la citation. Cette catastrophe étant, selon la Commission, je cite, une révolution faite contre les Blancs. Fin de la citation. Ils écrivent: il n'est que trop vrai que depuis sa séparation violente de la métropole, cette malheureuse contrée a eu ses émigrés et ses proscrits. Mais si ces proscrits et ces émigrés ont été les victimes de leurs propres dissensions, où serait la justice de les assimiler aux anciens colons pour qui leur seule qualité de blanc, de propriétaire, de maître a été un titre de proscription et d'expropriation. Fin de la citation. Donc nous avons dans cette citation un condensé de la logique postcoloniale de l'indemnisation. La Commission définit enfin l'ancien colon comme étant blanc, propriétaire et maître, tandis que les anciens propriétaires de couleur dépossédés sont, je cite, des proscrits et des émigrés de leur propre pays. Ce passage témoigne d'une réécriture subtile de l'histoire. La Révolution est un conflit interne à Haïti dont la responsabilité collective est attribuée aux personnes de couleur. Ainsi, l'exil de certains propriétaires de couleur est perçu comme une conséquence de désordre politique, alors que l'exil des propriétaires blancs relève de l'injustice historique. De plus, les anciens propriétaires de couleur dépossédés ne sont pas considérés comme étant français, mais bien des émigrés d'Haïti. Lorsque le roi impose en 1825 une indemnité en faveur des anciens colons, la différenciation entre propriétaires blancs et propriétaires de couleur est déjà profondément ancrée dans les représentations de l'administration. Les personnes de couleur susceptibles de recevoir une indemnité ne sont pas reconnues au même titre que les anciens colons blancs, bien qu'elles aient parfois possédé des terres et des esclaves dans la colonie. Elles forment une catégorie à part, tolérée, non pas par leur statut économique ou juridique, mais en raison de leur loyauté supposée envers la France. Une loyauté qui, par ailleurs, est difficile à prouver et est soumise à l'appréciation subjective de la Commission. Autrement dit, la propriété indemnisée est la propriété ayant appartenu à des Blancs, qui ont eu, je cite, la faculté d'acquérir dans la colonie et d'y posséder. Fin de la citation.
comme formulé par la Commission, comme critère principal, ne suffit pas à elle seule à garantir la reconnaissance de l'ancien propriétaire s'il est de couleur. Dans la loi de répartition de l'indemnité du 30 avril 1826, la question des propriétaires de couleur n'est pas abordée dans la note de l'article 2, qui pourtant énonce les bénéficiaires de l'indemnité en des termes généraux. Ils écrivent « les anciens propriétaires de biens-fonds ». Non, la question de couleur, elle apparaît uniquement à l'article 3, consacré aux exclusions. C'est donc par la négation et par l'exception que les personnes de couleur sont mentionnées. Elles sont exclues par principe, sauf si elles peuvent prouver, je cite, « rester fidèles au drapeau de la France ». Fin de la citation. Donc cette distinction faite, ce sera la seule évocation des propriétaires de couleur dans le processus d'indemnisation. Entre 1826 et 1830, la commission de liquidation de l'indemnité travaille pour répartir les 150 millions de francs or. Sur les 26 000 demandes qu'elle va recevoir, la commission affirme que seuls 12 000 étaient effectivement légitimes. Ces bénéficiaires sont consignés dans une série de documents primordiaux pour l'indemnité, les états détaillés des liquidations. Ces documents, en 6 tomes, répertorient les anciens propriétaires, leurs ayants droit, ainsi que la propriété indemnisée et son montant, évalué par la commission au 10e de sa valeur effective. Dans ces tableaux extrêmement organisés, le choix des informations est particulièrement intéressant, puisqu'il s'agit de propriétés majoritairement héritées. Les informations concernant principalement la qualité des ayants droit à l'obtention de l'indemnité, soit en tant qu'anciens propriétaires, enfants d'eux, parents d'eux ou autres liens de parenté jusqu'au 12e degré. Une information qui semble avoir remplacé celui de la couleur de peau est celle de la catégorie sociale des anciens propriétaires et de leurs ayants droit. On retrouve ainsi des marquis, comtes et vicomtes, des ducs et des chevaliers. Aucune information laisse transparaître l'appartenance ethnique des propriétaires, donnant l'impression que le préjugé de race a complètement été effacé au profit de la qualité d'anciens propriétaires. Pour retrouver les anciens propriétaires de couleur bénéficiaires, il est nécessaire de connaître leur identité. Et ainsi, seules des recherches biographiques et généalogiques permettent de savoir que Paul Mandron Fleuriot est le fils de couleur d'Aimé Benjamin Fleuriot, ou que la famille Auger est reconnue pour être une famille de couleur. Combien sont-ils à avoir perçu l'indemnité? Seule une étude systématique pourrait le dire. Néanmoins, l'absence de mention est révélatrice. Selon les états détaillés, les anciens propriétaires de Saint-Domingue qui sont éligibles à une indemnisation sont des personnes blanches et faisant partie de la noblesse à grande majorité. Est-ce que les décisions de la Commission sont le résultat de réflexions volontaires afin de donner la priorité à une catégorie sociopolitique délaissée selon eux par la Révolution haïtienne, ou est-ce plutôt le miroir de perception de cette époque d'une seule existence d'une élite blanche? Il est fort probable que cela soit un mélange des deux. Néanmoins, ce qui est certain est que la reconnaissance de ces 12 000 dossiers au détriment des autres demandes a permis 2 choses. La première, l'effacement d'une hétérogénéité sociale et raciale au sein de la classe des propriétaires dans l'ancienne colonie, d'une part, et d'autre part, l'accentuation d'un récit colonial dominant de la présence de grands maîtres riches et blancs sur les grandes propriétés, ces grandes plantations esclavagistes. Donc pour conclure, l'étude du processus d'indemnisation des anciens colons de Saint-Domingue révèle la mise en place d'une reconfiguration implicite des hiérarchies raciales. Mon questionnement de départ était « qu'a produit l'indemnisation des anciens colons comme mémoire ?» Et on constate ainsi que ce processus a opéré bien plus qu'une simple réparation matérielle. Il a d'abord contribué à construire, donc, comme je disais, une image homogène de la classe des propriétaires, une classe blanche, riche et digne d'une compensation. Cette image a effacé la mixité, l'hétérogénéité sociale et raciale qui existait pourtant dans la société esclavagiste, où les personnes de couleur étaient elles aussi anciens propriétaires, parfois riches et puissants. Ensuite, l'indemnisation a établi une mémoire officielle,
administrée et légitimée par l'État, dans laquelle la race n'est plus nommée, mais reste implicite, ce silence produit une mémoire sélective du passé colonial, où seules certaines pertes sont reconnues et où certaines figures, les propriétaires blancs, deviennent les seules victimes visibles de la rupture haïtienne. Autrement dit, l'indemnité n'a pas simplement réparé une perte, elle a aussi formé une version du passé. Et cette version, en évacuant les contradictions du système colonial, a servi à normaliser une lecture post-coloniale dans laquelle la domination blanche demeure la norme silencieuse. Je vous remercie.